raconte les combats de son vieux compagnon Lamine Gueye. Mais du présent, il ne dit rien. Les difficultés de l'indépendance, les problèmes économiques de 3 500 000 Sénégalais, la population des bidonvilles qui augmente chaque année de 10%, les efforts des dirigeants pour attirer les capitaux étrangers, tout ça ne se met pas en chanson. C'est pourtant cela, disant l'indépendance, dans ce pays ambigu où les hommes à peau noire sont de culture blanche, où l'islam est tolérant et où les anciens colons français ont oublié la couleur de leur peau. Non, c'est pas là. Je voudrais retrouver une plaque. Vous entendez quoi? Je voudrais trouver une plaque, la plaque de cette rue-là, qui est la rue du lieutenant Papa Mar Diop. Et je voudrais vous parler de ce... Ah oui, elle est là. Passe, passe. Voilà. Regardez. Voilà cette plaque là-haut. Là-haut, la rue du lieutenant Papa Mar Diop. Oui, qui était-ce? Papa Mar Diop était un officier sénégalais qui est mort pendant la Grande Guerre, 14-18. Oui. C'est vous dire que déjà, les Saint-Louisiens fournissaient à la France des officiers de grande qualité. Et Papa Mar Diop a été décoré de la Légion d'honneur sur le champ d'honneur et représente une des vieilles traditions saint-louisiennes. Vous dites, votre famille qui est venue s'installer ici au XVIIIe siècle et qui était une famille française, maintenant vous dites que vous êtes Saint-Louisien. À partir de quel moment est-elle devenue vraiment une famille sénégalaise? Vous savez, c'est peut-être assez difficile à déterminer, mais elle est devenue sénégalaise. Christian Valentin est député. C'est un avocat membre du parti unique, l'UPS, l'Union progressiste sénégalaise. Comment peut-on être à la fois libéral et membre d'un parti unique? C'est toute une histoire, celle du vieux Sénégal. À partir de la 4e ou 5e génération, nous avons eu du sang sénégalais dans les veines. Et dans ma famille, bien souvent, et jusqu'à des moments très récents, nous nous sommes toujours mariés entre Sénégalais. Entre Sénégalais, oui. Mais est-ce que vous étiez, est-ce qu'on vous considère aujourd'hui comme un Sénégalais, c'est-à-dire comme, est-ce qu'il n'y a pas de différence entre vous et vos amis qui sont noirs, mais intégralement noirs? Je ne pense pas. Alors là, pas du tout. Vous avez oublié la couleur de votre peau? Absolument. Et de part et d'autre. En tant que député, vous êtes député de Thiès, vous êtes dans cette région où il n'y a vraiment que des noirs, mais des noirs à 100%. Oui. Est-ce qu'on vous fait quelquefois remarquer la couleur de votre peau? Jamais. 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 Ça n'est pas difficile donc d'être... Ça n'a jamais été un problème. Et chaque fois que le problème a été soulevé, il a été réglé en quelques secondes. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a jamais eu de problème sur ce plan. C'est-à-dire qu'on peut être sénégalais à peau blanche? Absolument. Oui. Et c'est dans le fond toute l'histoire un peu de nos familles et de Saint-Louis. Les habitants de Saint-Louis du Sénégal, qui s'identifiaient d'ailleurs aux habitants du Sénégal, envoyaient leur cahier de doléances en 1789 aux États généraux et se disaient fiers d'être à la fois nègres et français. Hein? waaw fiix na mi ngi toog sax waaw jóge na laal bi waaw mi ngi toog dañu bëgg a def ay réunion ci biir sous-section yëpp ci arrondissement bi wante duñu commencer par Diayène Sirakh pour ñu jox leen compte rendu bi ci solo conseil national bi. mais si d'accord naa wax naa di on n'est pas toujours d'accord mais d'accord nañu waxuma loolu comprendre loolu. dafa la wax ne la Sénégal démocratie la mu ne yor na ñëpp ñëw d'accord ma ne ko dans le Sénégal am na démocratie et looy wax quand il n'y a pas deux partis qui s'opposent, on peut considérer que l'élection au suffrage universel est une simple sanction, est une simple formalité. En fait, non. Parce qu'à l'intérieur du parti,
de ce parti dominant s'exerce réellement la démocratie. On doit être... Et de multiples tendances. Oui, et on doit être investi surtout de la confiance du parti pour se présenter à l'élection. Et cette investiture se déroule au niveau de ce que les Américains appelleraient des élections primaires. Et en cela, le régime sénégalais est bien un régime présidentiel qui a beaucoup de points communs avec le système présidentiel américain, où il y a à l'intérieur du parti des élections primaires et chacun qui désire se présenter à l'investiture du parti doit arracher son investiture au terme d'élections qui sont parfois rudes, d'autant plus rudes qu'elles se passent entre camarades. On parle du problème paysan. Nous avons eu beaucoup de dettes cette année. Ces dettes sont venues après 3 années de sécheresse. Et nous remercions le gouvernement d'avoir de nous avoir permis d'amortir sur plus de 5 ans l'ensemble de ces dettes, l'ensemble de ces arrivées, sans quoi nous n'aurions pas pu vivre. Sénégal égale arachide, et avec l'arachide on fait de l'huile. C'était au temps de la colonisation une culture rentable, ouverte sur un commerce prospère qui a fait pendant longtemps du Sénégal l'un des pays les plus riches de l'empire colonial français. Mais depuis 15 ans, d'autres produits oléagineux sont venus concurrencer l'arachide. Son commerce n'intéressait plus le secteur privé. Il a fallu nationaliser les circuits commerciaux et organiser les paysans en coopératives. C'est ce qu'on a appelé le socialisme sénégalais. Mais ça n'a pas fait remonter pour autant le prix de l'arachide et les paysans remettent en cause les structures socialistes. Ils refusent de produire, ou du moins ils freinent la production, et ils préfèrent cultiver le mil et le riz dont ils se nourrissent. Ce malaise, qui remet en cause l'économie et les options politiques du pays, a été remué par les paysans et a été révélé par les paysans eux-mêmes à la radio éducative au cours d'émissions d'information rurale qui leur permettent chaque jour de s'exprimer librement. Groupés au sein d'une coopérative, leurs problèmes sont communs, ce sont les problèmes de la coopérative. Oui. Alors ils posent spontanément leurs problèmes, oui. Et en partant de ces problèmes, vous l'avez vu, avec les services d'encadrement qui nous ont accompagnés durant la réalisation de cette émission, les problèmes posés trouvent généralement leur réponse tout de suite avec les membres de l'encadrement, ou alors ils sont portés à un niveau plus élevé, notamment au niveau de Dakar. Mais cette émission qui sera diffusée demain, elle sera non seulement discutée ici, où elle a eu lieu, mais elle sera discutée dans tout le Sénégal. Elle sera discutée dans tout le Sénégal. Et d'autres villages seront peut-être d'accord avec Khénine, d'autres auront des critiques à formuler à l'encontre de Khénine. Tout cela sera diffusé à l'antenne et fera l'objet d'un abondant courrier. Du service de la radio éducative rurale. Lettre de paysan à la radio éducative. Fléchissant sous le poids de ma nostalgie, nous avons l'honneur, le grand plaisir et la grande satisfaction de vous rédiger cette missive, rien que pour vous demander l'état de votre bonne et excellente santé, vous saluer, vous demander de vos nouvelles et vous dire les nôtres. Nous sommes très contents parce que vos émissions nous intéressent beaucoup. Nous, les 7 Binondarois, nous n'avons pas de poste, mais nous allons écouter à Sob. Je crois, moi, Vagan Faye, secrétaire du groupe d'écoute, que ce que vous faites au Sénégal au nom du peuple sénégalais, c'est pour moi que vous l'avez fait. Car maintenant, manger du lait et avoir de l'engrais sans que ton fils soit frappé, fatigué par les marches, mouillé par la pluie, c'est très bien, et cela se passe actuellement dans le pays Sénégal, car vous nous donnez de l'engrais et du lait, et je vous remercie. On s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus le problème de la gestion qui était devenu un problème clé. Parce qu'en réalité, dès l'instant que le paysan n'arrive pas à maîtriser son compte d'exploitation, la notion de rationalisation n'existe pas. Alors pour ce faire, dans un premier temps, nous avons pensé que pour améliorer le bien-être du paysan, il faudrait que le paysan, à partir de petits calculs, puisse au moins savoir exactement ce qu'il a investi,
le coût de l'investissement, le profit qu'il tire de son exploitation. À partir de ce moment, le problème de l'alphabétisation s'est posé. À savoir, s'agissait-il de continuer les anciennes méthodes d'alphabétisation ou de trouver une méthode rapide pouvant initier l'individu d'abord à une lecture de son compte d'exploitation au sein d'une coopérative et ensuite à différencier les types d'engrais qui sont écrits en français. L'alphabétisation est plutôt utilitaire de ce côté, fonctionnelle. À savoir, on essaie d'enseigner l'individu dans le cadre de ses activités socio-professionnelles, c'est-à-dire son environnement immédiat. Donc ce n'est pas une alphabétisation qui touche des secteurs qui n'intéressent pas du tout le paysan. Maîtres et élèves des cours préparatoires de la République du Sénégal, bonjour. Le Centre de linguistique appliquée de Dakar vous présente son émission quotidienne de radio scolaire liée à l'application de la nouvelle méthode de langage audiovisuel pour parler français. Cours préparatoire, dossier numéro 18, la vie au village. Dialogue du 4e jour. Personnages, Moussa et Baba. Cette classe est l'une des 1300 classes qui au Sénégal utilisent notre méthode pour parler français, qui a été élaborée il y a quelques années à l'université de Dakar. La méthode pour parler français a pour but de décoloniser l'enseignement du français en Afrique dite francophone, en faisant appréhender l'enseignement du français à l'école primaire comme une langue vivante et comme une langue étrangère. Ce matin, j'ai vu le soleil se lever. Tu t'es levé tôt, alors? Très tôt. Tout le village dormait. Et pourquoi de si bonne heure? Pour ramasser du bois et faire des fagots. Ce matin, j'ai vu le soleil se lever. 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 Tu t'es levé tôt, alors? Nous avons débuté par cette ancienne école-là, qui nous disait que nos ancêtres, c'était les Gaulois, et puis notre mère patrie, c'était la France. On a continué avec cet enseignement jusqu'au moment où nous avons commencé à enseigner. Et aussi, nous, étant maîtres, nous avons enseigné cela à nos élèves. Et jusqu'au moment maintenant où cette nouvelle méthode est née. Et pourquoi de si bonne heure? Pour chercher de la main. Pour manger. Tu te lèves tôt et pourquoi? Tu te lèves tôt et pourquoi de si bonne heure? Pour chercher des pailles à faire. Pour chercher des pailles. Pour faire des cannes. Tu te lèves tôt, pourquoi de si bonne heure? Pour chercher de l'eau. Au robinet. Lire, écrire, compter est nécessaire pour trouver autre chose que le travail de hasard des yaoulèdes, cireurs et autres vendeurs de cigarettes. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant dans ce pays où la moitié de la population a 20 ans. L'alphabétisation y est très poussée et savoir lire au Sénégal ne protège pas du chômage. Quel âge avez-vous? J'ai 21 ans. 21 ans. Oui. Et vous êtes de quelle origine? Que font vos parents? Mes parents sont des cultivateurs. Vous avez fait vos études jusqu'au BEPC, jusqu'en 3e, donc, oui. Ce qui correspond en France à la 3e, Oui. et vous vous trouvez sans travail, vous êtes chômeur. Oui. Actuellement, je ne travaille pas. Ça fait 3 ans que vous ne travaillez pas. Je ne travaille pas depuis 68. 2 ans? Oui, depuis 68, je ne travaille pas. Et comment faites-vous pour vivre alors? Très difficilement.
Est-ce que vous vous sentez indépendant, vous? Pour moi, actuellement, je ne me sens pas vraiment... Je ne me sens pas vraiment indépendant. Qu'est-ce que c'est pour vous l'indépendance? Qu'est-ce que ça serait, du moins? L'indépendance. Je pense bien que dans le mot indépendance, je peux en tirer ce qu'on appelle la liberté. Vous ne vous sentez pas libre? Actuellement? Oui. Dans ce monde, je ne me sens pas libre. Que pensent vos parents? Parce qu'ils ont dû faire des efforts pour que vous fassiez les études. Qu'est-ce qu'ils pensent de votre situation actuelle? Actuellement, ma situation actuelle, ça alarme mes parents. Ah oui, parce que vraiment un gars qui s'est donné la peine de travailler pendant 10 ans dans les écoles, alors il parvient à obtenir quelques diplômes. Alors, et il n'a pas de travail. Et il n'a pas de travail. Actuellement, mes parents s'alarment, mais automatiquement, il y a la diffamation des diplômes. Ah oui, maintenant ils n'ont plus confiance dans les diplômes. Ah, comme on te dit tel diplôme, il faut tel diplôme pour avoir tel travail. Tu as ce diplôme, tu ne parviens pas à avoir un travail. Donc automatiquement, il y a la diffamation des diplômes. Et si tu as l'impression que dans ton village, par exemple, s'il y avait d'autres enfants qui devraient faire des études, maintenant les gens s'opposeraient aux études? Ah, bien sûr, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ils préfèrent travailler au champ? Ah oui, pour gagner leur pain plus tard. Ah oui. Et toi, tu envisages de retourner travailler au village? Actuellement, on ne peut pas retourner au village. Celui-là ne peut pas retourner au village parce qu'au village, il y a trop de frères, trop de cousins qui vivent sur le même champ. Parce qu'au village, il n'y a pas de travail. Certaines régions du nord, le long du fleuve, tout au bout du pays, ont des villages sans hommes. Ils sont tous partis vers les villes ou à l'étranger pour trouver du travail. Chaque mois, ils envoient à leur famille de France, de Belgique ou de Suisse la plus grande partie de leur salaire. On raconte à Dakar que le centre des chèques postaux reçoit tous les mois 50 millions de francs CFA à distribuer dans cette région du fleuve. Votre père est cultivateur? Oui. Donc vous êtes revenu ici après avoir passé 2 ans à Paris? Ici? Oui. Je fais 2 ans à Paris. Où? À Boulogne-Billancourt. Chez Renault, vous travaillez à la chaîne, sur les machines? Chez Renault, oui. Et combien vous gagnez par mois là-bas? Ah, c'est bien parce que on gagne au bout de 100 000 francs par mois. 100 000 francs par mois? Oui. Pour quelle raison étiez-vous parti à Paris? Je vais chercher quelque chose, de l'argent. De l'argent? Oui. Et c'est dur d'aller là-bas? Ah oui, c'est dur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je ne sais pas, parce que c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile d'aller à Paris? Ah oui, d'aller à Paris. Ah oui, c'est difficile pour le gouvernement. Ah pour oui, nous, c'est pas difficile, mais pour prendre les billets dans le gouvernement, c'est difficile. Oui, c'est-à-dire que c'est pas autorisé, quoi. Ah oui, il n'y a pas d'autorisé. Oui. Alors on est obligé de faire ça un petit peu en fraude. Oui. Bien que ça soit difficile, vous comptez y retourner? Oui. Combien vous gagnez ici? Pour... Au Sénégal? Gagner comme quoi? Comment? Comme l'argent? Oui. Ah, je ne sais pas parce que je ne travaille pas ici. Vous ne travaillez pas ici? Non. Vous aidez simplement votre père à travailler? Parce qu'on travaille dans le cultivateur pour vivre seulement, c'est tout. Mais on ne travaille pas pour l'argent. Je pourrais mettre que cette pièce est dédiée à mon ami socialiste sénégalais Makhtar Ngom. Ne cassez rien. Ousmane Diagne, 34 ans, PDG et millionnaire en CFA. Son ami socialiste sénégalais dont il se moquait au cours de la réception est banquier. C'est la société bourgeoise de Dakar. Allô? Import-export, décortiquage d'arachides, transport en tout genre, 3 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Allô, oui? Ça va, comment vas-tu?
Et moi, ça ne va pas. Les chalands ne travaillent pas. Et en ce moment aussi, les camions sont arrêtés. En ce moment, vous savez, nous sommes bien bloqués. Vous n'avez pas de problème de rentabilité ou de... Non, nous les surveillons assez bien et nous essayons de tirer le maximum de nos hommes. Djambay, Djam, où tu étais? Où tu étais? Où tu étais? Ousmane Diagne a 5 enfants, 3 à Dakar, 2 dans son village natal. Il a 2 maisons, une à Dakar, une autre au village, et 2 femmes, une dans chaque maison. Ousmane Diagne est musulman, sa double vie inquiète Pénéré, sa femme de la ville. Pour la rassurer, Ousmane lui a donné une maison et des voitures. C'est ici que vit votre deuxième femme. Oui, c'est ici que vit ma deuxième femme. Et c'est ici également où vivent mon père et ma mère. Et vous êtes marié avec elle depuis longtemps? Oui, enfin, j'ai tenu court que court à me marier ici parce que je veux rester en contact avec mon milieu naturel. Est-ce que vos 2 femmes acceptent cette vie que vous menez de l'une à l'autre? Très bien. Toutes mes 2 femmes ont été à l'école. Ma première femme que vous avez vue à Dakar est une sage-femme d'État qui a fait ses diplômes d'État en France, à Grenoble exactement. Et Félicie également a été à l'école et ça leur permet d'ailleurs à chacune d'elles de s'occuper normalement de leurs enfants et de suivre leurs études. Ousmane Diagne est fils de paysan. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il cultivait le mil et l'arachide. C'est la politique et surtout le parti qui lui ont permis de sortir du rang. À l'indépendance, voilà 10 ans, des usines de décortiquage d'arachide étaient à vendre. Il n'avait pas d'argent, mais il avait les appuis nécessaires pour faire tourner l'usine. Il n'y avait pas d'autres acheteurs, il a pu payer à crédit en 3 ans. Il est jeune, dynamique, les banques lui font confiance. C'est devenu une des plus grosses fortunes sénégalaises. Le appartient à mon papa. C'est vous qui avez lancé la socialisation du monde rural alors que... moi qui m'en suis occupé dans cette région et d'ailleurs on appelait notre région à l'époque la région pilote. À mon avis, il y a une situation qu'il faut reconnaître car la production arachidière baisse et continue de baisser. Bien sûr, il y a les conditions climatiques mais il y a le fait aussi que les coopératives n'ont pas tellement répondu à l'attente des Sénégalais en général et des autorités en particulier. Et moi, la solution que je préconise, c'est de desserrer un peu et de permettre au secteur privé national et étranger de jouer un certain rôle. C'est-à-dire en fait de gommer un peu l'expérience socialiste. Absolument, absolument, et c'est ma conviction totale. Je pense que 10 ans, c'est important dans la vie d'un homme et même dans la vie d'un peuple. Quand 10 ans d'expérience, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Il faut donc avoir le courage de réfléchir aux problèmes et peut-être de revenir à d'autres formules. Alors il parle d'Ousmane Diagne. Il s'agit de celui dont je porte le nom, qui est d'ailleurs mon grand-père, et il dit que mon grand-père avait comme père un certain Boubou Diagne. Si vous aviez par exemple à vous référer à ce qui existe en France, dans quel parti vous classeriez-vous? Certainement pas au Parti communiste. Alors dans quelle catégorie vous classeriez-vous? La catégorie, enfin, je considère qu'en France, il y a ce que vous appelez aussi la classe bourgeoise, d'inspiration capitaliste. C'est incontestablement à ce niveau-là que je me classerai. Nous disons coexistence à côté du secteur socialiste qu'on permet à un secteur privé national d'exister.
absolument. Du reste, je crois qu'il y a un problème aussi. Le fond qu'il faut poser, c'est que on peut socialiser sans que la voie d'accès au socialisme soit nécessairement la coopérative. Il y a des pays socialistes où il n'y a pas de coopérative. Cet homme s'est mêlé à notre conversation. Il s'appelle Fofana. Il a été 7 fois ministre. Il a négocié l'indépendance autrefois avec la France. Il est aujourd'hui directeur d'une société d'investissement étranger, capitaux italiens et américains. Le lendemain de cette soirée, nous avons poursuivi notre discussion sur 10 ans d'indépendance. Ces 10 ans n'ont pas modifié fondamentalement la situation des hommes. Les pays ont changé, certes, mais les hommes restent ce qu'ils étaient, c'est-à-dire très peu pourvus et surtout très peu en situation de devenir possesseurs de quoi que ce soit. Il existe quand même de grosses fortunes, notamment industrielles ou commerciales à Sénégalaises? Dakar, oui. Je n'en connais pas. Il y a des gens qui présentent les apparences de bourgeois nantis. Mais quand on creuse le fond du problème, c'est qu'ils sont dépendants étroitement du secteur public ou d'un soutien bancaire et que si du jour au lendemain, l'un ou l'autre de ces secteurs les abandonnait 24 heures, ce serait un château de cartes qui s'écroulerait. C'est-à-dire qu'actuellement, un bourgeois sénégalais dépend et de l'État sénégalais, avec qui il fait des affaires, et des banques françaises, qui font des crédits bancaires, qui lui ouvrent un crédit bancaire. Vous pensez, par exemple, que le capitalisme occidental, européen ou américain, peut trouver son compte en aidant et en investissant en Afrique? Je crois que ça n'est même pas discutable. En ce qui me concerne, le plus urgent à faire, c'est que les Africains, quels qu'ils soient aujourd'hui, sont démunis. Et qu'il faut faire en sorte qu'ils deviennent possesseurs de quelque chose. Le moyen ou le cadre idéologique importe peu. Et la notion même d'indépendance en 1970, oui, il est assez discutable. Oui. Surtout sur le plan économique. Je ne vois pas de pays absolument indépendant sur le plan économique à l'heure actuelle en 1970, que ces pays se situent dans l'hémisphère nord ou en Afrique. Il y a une certaine interdépendance qui va dans le sens naturel des choses et de leur évolution. Est-ce que la notion d'indépendance pour vous a changé par rapport à celle que vous aviez il y a 10 ans quand vous avez fondamentalement changé. Elle a fondamentalement changé parce qu'à l'époque où j'entrevoyais la possibilité d'être indépendant, ce mot avait une résonance chargée d'émotions et elle me plaçait dans une certaine euphorie. Au fond, le réveil économique devient pour vous plus important que l'indépendance. Plus important que tous les mots dont nous nous sommes gargarisés pendant 10 ans avant l'indépendance. Vous étiez des adolescents un peu ivres de liberté. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui que nous avons la liberté, nous nous demandons ce qu'il faut en faire. L'armée, c'est le premier signe extérieur d'indépendance. La défense des frontières, la défense du pouvoir, la défense de l'autonomie. Au Sénégal, l'armée compte quelques 6000 hommes, commandés par un officier retraité de l'armée française, le général Diallo. Général, je voudrais vous poser une question peut-être un petit peu gênante sur le plan personnel, mais est-ce que l'histoire de l'armée sénégalaise ne ressemble pas à votre histoire personnelle? Ça dépend de ce que vous appelez histoire personnelle. Comme vous devez le savoir sans doute, j'ai fait toute ma carrière dans l'armée française. J'ai fait 32 ans de service dans l'armée française avant de passer dans l'armée sénégalaise. Et en somme, j'essaie de restituer le savoir que j'ai pu accumuler, car je dois à cette armée française ma formation intellectuelle et morale. Général, comment avez-vous pu entrer dans le costume d'un général sénégalais que vous avez fait toute votre carrière dans l'armée française? Vous savez, c'est un peu un accident.
car lorsque je suis revenu ici en janvier 1961, c'était au titre de l'assistance technique française, puisque j'étais toujours officier français, et le sort en a décidé autrement. Je comptais faire un séjour, prendre ma retraite ensuite, soit trouver un job au Sénégal, soit rentrer en France. Et vous êtes né au Sénégal? Je suis né au Sénégal. Je suis né au Sénégal, mais j'ai vécu enfin jusqu'ici, très peu de ma vie, voyez-vous. Je me suis engagé à 18 ans. J'ai quitté le Sénégal le 1er janvier 30. J'y suis revenu pour la première fois en août 1957. Après avoir fait ma carrière en France, avoir fait la campagne 39-45, avoir fait l'Indochine, l'Algérie, l'occupation en Allemagne. Et vous vous êtes réveillé soudain sénégalais? Je me suis réveillé, je le suis toujours resté, bien sûr. On ne peut pas renier ses origines. Mais enfin, je me considère toujours un peu français aussi. Car lorsqu'on a fait 32 ans, je crois, dans une armée, d'ailleurs, je suis officier retraité de l'armée française. Et changer de drapeau, c'est pas difficile? Ben, vous savez, pour nous, Sénégalais, je crois que la question ne se pose pas, car, comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment, lorsqu'on m'a fait l'honneur de me remettre la cravate de commandeur de la Légion d'honneur, chaque Sénégalais a un coin de France dans son cœur. Nous nous considérons toujours aussi français que sénégalais. Par conséquent, il n'y a pas de problème. Et nous aimons autant le drapeau français que le drapeau sénégalais. Je crois que ça, je crois refléter l'opinion quasi unanime de tous les Sénégalais en faisant cette affirmation. Que devient l'indépendance derrière cette confusion de drapeaux, disons? Vous savez, l'indépendance, c'est assez difficile à définir, je crois, car l'indépendance, je dirais presque que c'est un mythe, vous voyez, surtout pour nos jeunes États. Ça nous donne peut-être l'occasion d'avoir foi en quelque chose, d'espérer en l'avenir, mais enfin, il faut avant tout la conquérir, voyez-vous, car le fait de se dire indépendant ne règle rien du tout. Les problèmes économiques conditionnent pratiquement notre vie nationale, et vous ne l'ignorez pas, nous avons à nous colter avec pas mal de problèmes qui conditionnent justement notre indépendance. Alors, disons d'indépendance pour le Sénégal, c'est l'âge de la crise de raison, ou plutôt un âge de raison difficile. Brusquement coupé de l'ensemble économique que représentait l'ancienne Afrique occidentale française, ce pays qui était en avance économiquement, qui avait une industrie à l'échelle d'une communauté africaine de 15 millions de personnes, s'est retrouvé seul avec 3 500 000 hommes. C'est peu et c'est beaucoup pour une économie enfermée dans la monoculture de l'arachide. Il y a donc un problème, ou plutôt une obsession aujourd'hui, relancer l'économie sénégalaise. Pour réaliser ce tour de force, des dirigeants, des hommes réunis au sein d'un parti unique. Mais ce parti unique n'est pas monolithique. Il y a une aile droite, si vous voulez, qui pense que la solution s'appelle capitalisme, et dans un premier temps, il ne peut s'agir que d'un capitalisme étranger, mais il y a aussi une tendance, disons, de gauche, qui voudrait durcir, renforcer le socialisme humaniste du président Senghor. Le parti en est là, il hésite, et dans les campagnes, au micro de la radio éducative, les paysans disent leur difficulté de vivre.